Un simple accident pour le Maroc ou des premières limites dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Bonsoir à tous les socios, nouveau temps additionnel sur la CAN et on poursuit notre journée un peu marathon avec le Maroc qui affrontait la RDC. C'était tout à l'heure, match capital pour les deux équipes. La RDC devait gagner pour commencer à entrevoir la suite de la compétition. Le Maroc voulait se qualifier. Finalement, partage des points et beaucoup d'enseignements à tirer de ce match. Elton Mokolo est avec nous, bien sûr, pour en parler. Bonsoir à tous. Avec la voix un peu... qui a souffert en tout cas pendant 90 minutes. C'est vrai que la voix a été mise à contribution. Les voisins aussi. En raison des émissions précédentes. Ah, c'est ça. Alors, évidemment, c'est un match qui a été plutôt très intéressant à suivre. J'ai vu ça, ouais. Très intéressant à suivre avec un résultat qui ne satisfait pas les deux équipes. C'est vrai, t'étais assez déçu. Ce qui est rare pour être souligné. Alors que moi je pensais que c'était bien payé avant le match, mais c'est vrai qu'après le match on se dit qu'il peut y avoir la frustration. Le sourire est un peu moins présent de l'autre côté de la table. Abdelkissi est avec nous, bonsoir. Bonsoir Sam, bonsoir à tous. C'est assez solennel. Ouais, attention, c'est quoi cette voix là? Je fais un peu de velours, un peu d'amour. Ça va être compliqué. Nos socios méritent ça. Bah, ça va être tu sais que t'entres dans la vie des socios là, t'entres dans leur cœur. Et ben justement, apporte-leur de la socios chaleur. Me connaissent sous plusieurs visages, ils doivent me connaître aujourd'hui très schizophrène, avec un ton. Non, enfin mais... là, moi je suis un socio, je fais bah écoute, j'ai pas de Mac, j'ai mon ordinateur depuis 2011. Bah ça existait les Macs. Je mets un clap sur l'écran. Mais non, les gens restent encore heureux quand même. Faut qu'on reste un petit peu authentique. Et il y en a même qui arrivent, c'est ça qui est le plus important. Voilà, ça va être un temps additionnel, on va dire beaucoup de choses, parce que moi je suis vraiment déçu par ce match. Ah, il va y avoir de la vaisselle cassée. Et voilà, il va y avoir des choses à dire. Non, mais vous savez, le temps additionnel, ce qui est bien, c'est qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc vas-y. Non, mais c'est intéressant d'entendre chez toi le mot déception, parce que on pourrait se dire que finalement, partage des points peut aller aux deux équipes. Le Maroc est quasiment sûr aujourd'hui d'être en huitième de finale, parce qu'il finira au pire du pire, meilleur troisième. À l'opportunité d'être première. Et à l'opportunité, bien sûr, toujours le destin entre ses mains pour être premier. Le Congo reste en vie et peut jouer de la première à la troisième place encore sur cette CAN. Donc on peut se dire que le partage des points, finalement, pourrait satisfaire les deux équipes. Mais on sent vraiment qu'au côté marocain, il y a de la déception peut-être d'être passé un peu à côté de ce match. Ouais, bah, je dirais de la déception et même de l'incompréhension. Parce qu'encore une fois, on loue cette équipe quand on doit louer cette équipe, et à raison, encore une fois, parce qu'aujourd'hui, on est en droit d'être exigeant par rapport à ce qu'a fait le Maroc à la dernière Coupe du Monde, par rapport au vivier qu'il y a, par rapport à l'effectif, par rapport à la qualité technique de cette équipe. Et d'ailleurs, sur le début de match, on aurait pu penser qu'on allait être sur un scénario où le Maroc démarre tambour battant. Et moi, ce qui m'a dérangé, et surtout, c'est là où certains supporters peuvent se dire que certains démons ressurgissent. Je pense notamment au match contre l'Égypte à la dernière CAN. C'est le match, petit à petit, après le premier quart d'heure de jeu, il sent vraiment la peur. Et moi, ce qui m'a dérangé, avec en tête le sélectionneur Walid Regragui, c'est qu'encore une fois, il persiste, mordicus, dans son schéma, dans sa structure sans ballon, et il délaisse complètement le jeu avec ballon. Encore une fois, on l'a dit avec Elton, on le dit souvent, le foot, c'est un tout. Il y a l'aspect sans ballon, il y a l'aspect avec ballon. Et tu ne peux pas dissocier les deux et tu ne peux pas penser que l'un ne va pas déteindre sur l'autre. Et moi, c'est ce qui me dérange avec cette équipe. Parce qu'encore une fois, je l'avais dit déjà contre la Tanzanie. Le fameux bloc médian. Oui, le fameux bloc médian. Je l'avais dit contre la Tanzanie, même si ça ne s'est pas vraiment vu. Moi, encore une fois, je comprends l'idée de garder ce qui a fait ta force pendant la Coupe du Monde 2018, à savoir vraiment une structure bien en place, sans ballon, avec une charnière défensive très importante dans les duels, etc. Mais tu ne peux pas miser sur cette force-là et délaisser ce que tu as pu faire aussi de très bien à la Coupe du Monde, à savoir des sorties de balles huilées, des circuits de jeu, une animation offensive où tu essayes de varier, comme tu l'as fait contre la Tanzanie. Tu as complètement délaissé ça. Tu n'as pas maximisé tes temps de possession et avec ballon, tu n'as pas permis de soulager ton équipe. Tu l'as fait peut-être sur le premier quart d'heure, mais passer le premier quart d'heure, passer la fameuse pause fraîcheur, tu as complètement délaissé le jeu. Et petit à petit, moi je pensais qu'à la mi-temps, Regragui allait tenir le même discours que moi et allait réveiller un petit peu les troupes. En deuxième mi-temps, ce sentiment-là s'est exacerbé et tu as pris de plus en plus de vagues congolaises. Et surtout, ce qui faisait ta force, ton bloc médian, il n'a pas été... peut-être qu'il t'a... Non mais Abdel, qu'est-ce qui te fait dire qu'il a délaissé notamment cette partie-là? Quand tu regardes les transitions avec ballon, ou en tout cas... Le momentum où tu passes du jeu sans ballon avec ballon, normalement c'est là où tu dois faire en sorte que, avec ta possession de balle, encore une fois, tu soulages ton bloc, tu fais remonter le bloc et tu fais reculer le bloc congolais.
Ce qui n'a pas été le cas, et c'est ce qui me laisse à penser que tu as délaissé. Non, mais moi, le problème, c'est que quand je regarde la prestation marocaine, ça me fait penser à une chanson de Fally Ipupa. Oui. Vouloir sans pouvoir. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a eu de la volonté du côté du Maroc, mais tu as été confronté à quoi? Tu as été confronté à une réponse footballistique de l'adversaire. À savoir que je pense que le 1-0 a été salutaire pour la République démocratique du Congo parce que je pense qu'ils ont été vaccinés par ce qui s'était passé, notamment lors du barrage retour. À savoir que, en gros, si tu regardes le Maroc jouer, eh ben, t'en prends 4. T'en prends 4. Et moi, je pense que le 1-0 a été salvateur pour la République démocratique du Congo et qu'ils ont été en mesure justement d'offrir une réponse footballistique qui a un peu désorienté le Maroc, à savoir sur la deuxième mi-temps, je trouve que sur la première mi-temps, c'est quand même très faible. Non, mais ça découpe en plusieurs phases. Je pense que, en fait, la réalité du côté du Maroc, c'est que ta qualité de possession, elle n'a pas été entre guillemets justement valorisée par ta ligne offensive. Précisément parce qu'il y a eu des performances inégales. Bouffal, pour des raisons évidentes, à savoir qu'il était malade il y a quelques jours. Difficile de lui demander. Ton milieu de terrain, Elton. J'y viens. Difficile de lui demander de la continuité de la performance alors qu'il était malade il y a quelques jours. Ziyech, qui j'ai eu le sentiment, il a été impacté rapidement par les conditions climatiques et petit à petit est sorti de la rencontre. En-Nesyri par sa capacité justement à ne pas bonifier les occasions parce que on va beaucoup s'attarder notamment sur les 70 dernières minutes du Maroc. A raison parce que c'est la partie la plus importante de la rencontre et parce que, comme le dit Carlo Ancelotti, le résultat est une sanction. Il y a eu un partout. Il n'y a pas de souci. Les 20 premières minutes, je vois le Maroc dans une certaine continuité. Parce que c'est eux qui définissent le rapport de force. Mais à partir du moment où le rapport de force s'équilibre à la faveur de quoi ? À la faveur de, justement, du réveil de la République démocratique du Congo, c'est là où, pour le coup, j'attendais beaucoup plus le Maroc, c'est sur cette capacité à dire « Ok, la République démocratique du Congo revient dans le match, c'est à nous justement de faire beaucoup plus, de remettre le pied sur le ballon et justement de faire reculer la République démocratique du Congo. » Là se situe le problème parce que j'ai eu le sentiment que petit à petit, à mesure où la République démocratique du Congo s'installait dans le camp adverse, même si c'était de manière quand même très brouillonne, très confuse, parce qu'on en reparlera tout à l'heure, il y a des choses à dire, et ben le Maroc, justement, n'a pas été justement en mesure d'asseoir sa supériorité. Pour moi, se situe la problématique du côté de la performance marocaine, et qui est impactée, au final, par ce résultat qui est mauvais. Je voudrais pas... Enfin, ce résultat, cette contre-performance plutôt. Voilà, alors ça, encore une fois, c'est l'appréciation de chacun. On peut considérer que c'est pas forcément un bon contenu, mais que c'est pas forcément un mauvais résultat. On va dire si on doit essayer de trouver une vérité dans le juste milieu. Je voudrais pas utiliser justement là aussi un adjectif qui correspond pas à Abdel, mais il y a quand même ce sentiment de un but puis plus rien. Alors est-ce que derrière c'est de l'arrogance, c'est un manque de maîtrise, c'est peut-être aussi, comme le disait Elton, une équipe en face qui leur a fait beaucoup de mal, donc entre guillemets de la souffrance. Moi, j'arrive pas à mettre de mots sur cette performance. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette attitude globale après l'ouverture du score marocaine et qui conduit à une rencontre plutôt compliquée? Je pense que les moins ambitieux pourraient qualifier ça de lucidité, c'est-à-dire tu sais que tu es en train de passer à côté de la rencontre, tu sais qu'il ne te reste pas beaucoup de minutes à jouer, tu sais que malgré tout, dans ce contexte-là, entre guillemets, si on voit le... Moi, je te parle de ça, il reste 70 minutes à jouer quand même. Oui, mais il reste 70 minutes à... Enfin, il reste, plus de 20 minutes à jouer, mais tu as passé, entre guillemets, le gros du match. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu peux te dire que, effectivement, à la fin de match... Enfin, moi je l'englobe sur toute la rencontre. Pour moi, après les 20 premières minutes, je trouve que le Maroc, plus le match passait, plus le Maroc laissait passer clairement le match à son adversaire. Ah oui, d'accord. Dans ce sens-là, oui. Oui, Abdel, il est question de ça. Non, parce que je pensais que tu parlais après le but égalisateur du Congo. Ah non, justement, là, ça s'est accentué et vraiment, on a senti que si une équipe pouvait repartir avec les 3 points aujourd'hui, c'était plutôt la RDC que le Maroc. Oui, parce qu'après, je te l'ai dit, passé les 20 premières minutes, effectivement, il y a eu la réponse congolaise. La réponse congolaise a vraiment calmé, entre guillemets, le Maroc, ou en tout cas leur a proposé une vraie adversité. Et effectivement, moi, je ne pense pas que c'est de la suffisance. Je pense juste qu'il y a peut-être certains diront qu'il y a des vieux démons qui ressurgissent et il y a aussi surtout de la peur. Et c'est là où moi j'attends Walid Regragui, c'est quelle réponse tu vas apporter à cette réponse ? En tout cas, quelle contre-réponse tu vas apporter à la réponse de l'adversaire ? Parce que c'est vrai qu'effectivement,
c'est pas la même chose, entre guillemets, d'essayer de conserver le ballon face à un adversaire qui te l'a joué, plutôt que de conserver le ballon sous pression face à un adversaire qui te rentre dedans et qui, lui, quand il a le ballon, te montre aussi qu'il est capable d'être dangereux. Et effectivement, c'est ce qui a posé problème pour le Maroc. Et puis surtout, moi, je l'avais dit déjà, on en parlait souvent en off, la communication de Walid Regragui avant le match, ok, elle est bonne, mais quand tu te fais la communication avant le début de la compétition, quand on dit qu'il anticipait déjà ce genre de scénario, moi c'est pas ça qui me pose problème. Effectivement, voilà, parce qu'effectivement, oui, parce qu'effectivement, il a le droit d'être alerte. Il n'y a pas de souci, parce que beaucoup de gens, entre guillemets, déjà avant le début de la CAN, disaient d'accord, mais le Maroc ne doit pas se voir trop beau, etc. Le contexte africain, on connaît. Comme beaucoup de gens également leur mettaient une pression de fou en disant demi-finaliste de la CAN dit forcément meilleure équipe africaine du mondial. Bien sûr, en fait, tu peux le voir. Tu peux le voir de. Ah non, même pas d'ailleurs. Tu peux le voir de deux angles différents. Donc, premier angle de se dire. Là, il faut être ambitieux, il faut assumer ton statut par rapport à ce que tu viens de faire, par rapport à ce qui se passe de manière globale dans la fédération, dans toutes les catégories, etc. Ou alors tu peux le voir dans un angle différent, te disant ok, certes, tu as fait une grosse compétition au mondial, mais là, c'est un tout autre contexte et tu dois dégonfler le melon. Tu comprends ce que je veux dire? Et moi, je pense que Walid Regragui a adopté cette seconde vision. Mais moi, ce qui me dérange, c'est pas ça. Tu peux être alerte, tu peux dégonfler les melons pour anticiper et pour préparer ce genre de configuration. Par contre, si tu le fais avec la peur et si tu anticipes déjà un scénario que dans ta tête, tu vois se réaliser comme une fatalité et que toi, tu n'es pas capable, entre guillemets, de changer ton destin, si je peux me permettre l'expression, c'est ça qui me dérange. Moi, je vois pas de la peur, moi. Je vois pas de la peur, c'est-à-dire que le message, il est alerte et c'est à juste titre. Parce que, en fait, il va falloir que même nous, au niveau des observateurs, on fasse un distinguo. À savoir que la Coupe du Monde n'est pas un CV. La Coupe du Monde n'est pas un CV pour la CAN. Et ça, il va falloir qu'on se le mette dans la tête. Bon, ça, on a souvent rappelé. Hein. Non, mais je pense que s'il y a bien une personne qui l'a comprise, et pour le coup, qui a une expérience qui se vérifie sur le continent, parce que cette personne-là a remporté la Ligue des champions africaine, c'est Walid Regragui. Walid Regragui, on pourra lui faire tous les procès, parce que évidemment, à partir du match nul, il va y avoir des gens qui vont commencer à dire « Ah !» Voilà pour Walid Regragui. Mais pour le coup, Walid Regragui a été alerte. Mais maintenant, on est sur une partie théorique. La partie théorique, elle émane de Walid Regragui. Mais une fois que tu as dit ça, Walid Regragui n'est pas sur le terrain. La partie pratique, elle est à charge des joueurs. Avec bien évidemment Walid Regragui, parce que je sais qu'Abdel il va me fusiller en disant oui, faut pas faire le distinguo. Mais ce que je veux dire par là, tant que tu n'as pas été confronté à cette difficulté, bah, tu peux parler. Et maintenant que tu as été confronté à cette difficulté... Comment tu réagis, Elton? C'est ça qui est dérangeant. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est la capacité de réaction de la sélection marocaine. Parce que moi, aujourd'hui, je pense que, en dépit du fait qu'il y en a qui diront, ouais, sur la note esthétique, oui, le match n'était pas forcément beau à voir. C'est vrai que c'était pas le plus beau match. Non, mais ça, je l'entends, la dimension esthétique. Mais moi, c'est la dimension compétitive qui m'intéresse, pas la dimension esthétique. La dimension esthétique, c'est très bien. Mais c'est un accompagnement. Moi, ce qui va m'intéresser d'abord, c'est la matière première, la dimension compétitive. Maintenant, la question qui va être fondamentale, c'est quelles informations tu retires de ce match nul. À savoir que, pour une fois, notamment sur cette CAN, bon, encore une fois, c'est la deuxième journée, tu as été confronté à un adversaire qui est en mesure de te fournir une réponse footballistique, qui, notamment sur la dimension aussi mentale, t'a challengé. Il n'y a qu'à voir notamment ce qui s'est passé à la fin. Et tout ça, c'est des informations qui vont servir à la sélection marocaine. Notamment sur le fait qu'on peut retrouver ce type de configuration à l'occasion des huitièmes de finale, où là, pour le coup, à la différence notamment d'une phase de poule, où tu as le filet de sécurité, parce que là, c'est en termes de points, en phase éliminatoire, c'est en termes de vie ou de mort. Et donc, par rapport à ça, moi, je serais très curieux à l'idée de voir comment le Maroc va se servir de ça. Parce que, encore une fois, faut se faire à l'idée qu'un match, ou plutôt un tournoi, ne se gagne pas au deuxième match. T'as qu'à voir notamment la liste des derniers vainqueurs, aussi bien à la Coupe du Monde, on a évoqué l'exemple de l'Argentine, sur la CAN. N'oublions pas que le Sénégal passe en huitième de finale avec 5 points. 2 buts marqués, ça faut pas l'oublier. Donc, encore une fois, un tournoi se construit en 3 temps. Il y a la phase de poule, il y a les huitièmes jusqu'aux demi-finales, et il y a la finale qui est un tournoi dans un autre tournoi. Et donc, pour moi, ça m'intéresse de voir comment le Maroc va réagir, notamment avec ces différentes problématiques. Je pense que, dans un premier temps, il faudra que la ligne offensive monte en gamme, parce que pour moi, c'est la différence par rapport à la Coupe du Monde 2022, où tu pouvais compter sur un Buffon et sur un Ziyech qui, d'entrée, étaient au top.
Ce qui n'est pas forcément le cas là. On peut se poser quand même la question de l'accident, finalement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est juste un Maroc qui, comme l'a dit Elton, est aussi en apprentissage voilà, et dans une compétition où il a un filet de sécurité, en tout cas une première partie de compétition où il a un filet de sécurité, ou est-ce que c'est ce qu'on a vu cet après-midi, c'est une sorte d'accident côté marocain, parce que en termes de maîtrise, on a vu cette équipe ne pas être maître de son destin pendant longtemps. J'ai envie de te dire qu'on espère que ce soit un accident. On espère vraiment que, entre guillemets, ce ne soit pas voulu. Et on espère surtout que Walid Regragui va pallier à ces problèmes-là. Mais cet accident, il est dû à quoi aussi? Il est dû à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire le fait de persister dans une volonté de maintenir ta structure et de délaisser un petit peu l'animation offensive. Parce qu'aujourd'hui, j'entendais pas mal d'excuses. Oui, mais ça reste un contexte CAN, un match à 14h, etc. Mais à un moment donné, je veux dire, ça faut arrêter 2 secondes, quoi. Les Congolais... Après, c'est vrai qu'à la fin, les 2 équipes étaient bien entamées. Oui, d'accord. Les 2 équipes, tu vois. Les 2 équipes, oui. Tu vois, il y a la réponse de ce que je viens de dire. Les Congolais n'avaient pas un parasol sur leur tête. Les Congolais jouissaient des mêmes conditions. C'est aussi la CAN, il fait chaud. Et oui, on est en pleine saison. Donc forcément, une partie des joueurs qui jouent en Europe, et il y a une grande partie, sont... voilà, J'entends. Forcément, au bout du 2e match, en fait, le problème, c'est pas un peu cramé. Le problème, c'est pas de constater ça. Le problème, c'est que une fois que tu as fait le constat, moi, ce qui me dérange, c'est d'essayer d'expliquer ce qu'on peut appeler peut-être un accident par ce biais-là. Et moi, je suis désolé, ça me dérange. Parce que si, au bout de la 2e journée, on commence déjà à trouver des excuses, évidemment, tout de suite après, on ne se remet pas en question. Et la remise en question précède la potentielle progression. Et attention, et moi, j'espère vraiment, j'appelle vraiment de mes voeux Walid Regragui à vraiment essayer de se remettre en question. Et je ne me fais pas de soucis là-dessus. Et encore une fois, j'espère vraiment que c'est un accident, parce qu'aujourd'hui, le peuple marocain est exigeant, est en droit d'être exigeant, c'est totalement légitime, mais aussi dans le même temps, le peuple marocain, je l'ai dit tout à l'heure, a peur des vieux démons qui ressurgissent. Surtout dans des contextes CAN, aujourd'hui, le Maroc, on est habitué à ce genre de scénario qui ne plaide pas en notre faveur, à ce genre de scénario où la gestion des émotions est très importante, parce que voilà, on va parler un petit peu hors terrain, mais l'incident qui s'est passé en fin de match, la bagarre, etc. Moi, alors, il y a des précisions, visiblement, c'est parce que Walid Regragui reprochait à Chancel Mbemba de ne pas avoir voulu arrêter le jeu ou à un moment donné, d'avoir demandé à l'arbitre d'arrêter le jeu parce que le temps additionnel était dépassé. Oui, des histoires de. Donc, je suis désolé. Du détail. Des histoires de pacotille, parce que moi, si je suis mauvaise langue, je peux te dire que... Ça ressemble à une équipe qui n'est pas sereine. Ça ressemble à une équipe qui n'est pas sereine, et surtout, ça ressemble à une équipe qui, face à l'adversité, face à un défi, effectivement, dans le jeu, mais aussi mental, je trouve quand même, c'est pas aussi exacerbé que face à l'Égypte, mais face à ce genre de défi-là, la manière dont tu gères tes émotions, la manière dont tu exploses en fin de match alors qu'il n'y a plus rien à jouer, ça peut, je l'ai dit encore une fois, je vais me répéter, mais ça peut rappeler des vieux démons. Et attention à ça, j'espère vraiment, j'appelle encore une fois, je le répète de mes voeux, Walid Regragui, pour qu'il puisse rester en alerte sur ça, et surtout pour qu'il puisse changer ce qui doit être changé. On va dire un dernier mot à rajouter sur le Maroc, peut-être, les amis? Sur le Maroc, j'avoue qu'on n'a pas parlé d'Amala. Ah oui, je suis désolé, c'est on est obligé d'en parler. Non, mais c'est vrai qu'on est obligé de dire qu'il y a eu contrairement à la Tanzanie, ce qu'on avait loué sur le côté collectif, là, ligne par ligne, moi j'ai senti 1 ou 2 joueurs en grande difficulté. Sur le milieu de terrain, à partir du moment où tu as Ounahi qui a été beaucoup plus surveillé que d'habitude, il faut savoir que même sur la 2e période, tu avais des prises en 1 contre 1 du côté de la République démocratique du Congo, ce qui était audacieux. Bon, il y en a qui diront oui, il y a 1-0, la République démocratique du Congo doit tenter quelque chose. Enfin, je te dis ça, on parlait de la 50e minute de jeu. Et par rapport à ça, on avait un milieu de terrain beaucoup moins souverain qu'à l'accoutumée, parce que, à la différence de la Tanzanie, qui pour des raisons où ils étaient tout simplement beaucoup moins forts que la République démocratique du Congo, ils avaient une approche beaucoup plus passive, et ben là, tu as une équipe en face qui a challengé le milieu de terrain, qui t'a moins laissé de temps, moins laissé d'espace, et donc forcément tu as les individualités qui ont été beaucoup plus challengées. Et à ce titre-là, on a vu que Amala, qui était davantage caution équilibre sans ballon sur le premier match, et ben il a été challengé plus avec ballon, avec toutes les conséquences qu'il y a, et en plus il est impliqué sur l'action du penalty. Donc c'est vrai que ça pose question notamment sur le milieu de terrain, mais je pense pas que Walid Regragui, et ça sera ma conclusion,
va faire une révolution de palais. C'est pour ça que moi, encore une fois, sans vouloir dénigrer vraiment le match du Congo, qui a fait une très très bonne deuxième mi-temps, qui aurait pu mériter la victoire, mais quand je vois cette première mi-temps, quand je vois cette main d'Amala sortie de nulle part, bien sûr, bien sûr. j'ai vraiment cette impression que les Marocains, par leurs prestations individuelles et collectives, ont réussi à se mettre entre guillemets un peu tout seul dedans cet après-midi. Oui, parce que là, en fait, quand on les écoute, on pense qu'on est auto-centré sur le regard du Maroc. On va parler du Congo d'ailleurs dans quelques secondes. Ce que tu dis, c'est intéressant et c'est pas incompatible. Et ça, c'est la transition avec ce que je voulais dire tout à l'heure. Quand je parlais de contexte, le contexte n'excuse pas tout. Et là, on peut pointer du doigt les défaillances d'un Bouffal ou peut-être d'un Ziyech, même si la première mi-temps est plutôt correcte, ou d'un En-Nesyri. C'est vrai qu'En-Nesyri, il a pêché, mais ponctuellement, on peut faire le constat sur ce genre de joueur. Tandis qu'Amala, c'est pas un constat qui est ponctuel. Moi, refaites-vous les émissions et vous le savez très bien. Non, ça va. Il y a toujours je pense qu'on peut le mettre dans le conduit, la minute Amala, parce qu'à un moment donné, je l'ai répété à qui voulait l'entendre depuis le début de la Coupe du Monde, ce joueur, je le répète, ce joueur est trop handicapant. Je veux bien qu'il soit le garant de l'équilibre. D'ailleurs, sur le début de match, j'ai failli tweeter, j'attendais un petit peu parce que je voulais je voulais être un petit peu réservé, je voulais attendre un petit peu. J'ai failli tweeter. Ah, tu pensais que ça allait gagner 3-0 aussi? Non, pas forcément sur le score, mais j'ai failli tweeter. Ok, Amala, malgré tout ce que je peux lui reprocher, il y a quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est que sans ballon, il fait les efforts défensivement et quand le Maroc a le ballon, il se montre, il fait les appels, etc. Ouais. Mais je suis désolé. T'as bien fait de. Je suis désolé quand tu prends. Heureusement qu'il n'y a pas de batterie. Quand tu prends toutes les variables dans l'équation, tu es beaucoup plus perdant que gagnant avec Selim Amala aujourd'hui. Son niveau technique est épouvantable. Il y a trop de déchets à ce niveau-là pour un joueur qui prétend être titulaire d'une nation qui est en constante progression et qui vient de faire demi-finale d'un mondial. La main, elle sort de nulle part. Encore une fois, le déchet avec ballon, techniquement, il n'arrive pas à faire monter son bloc. Et même sans ballon, je suis désolé, parce que soi-disant, c'est ça. Sans ballon, c'est là où c'est beaucoup plus inquiétant. Parce que voilà. Tu peux faire des concessions avec ballon, à la limite, parce que tu as un environnement technique qui te le permet. Quand ça marche bien, Et par contre, sans ballon, c'est pas normal qu'Amrabat se retrouve sur des situations beaucoup plus Exactement, mais refaites-vous le match contre la Croatie, refaites-vous même le match contre l'Espagne. Même sans ballon, c'est censé être, entre guillemets, la caution équilibre de Walid Regragui. Même sans ballon, il a été en dessous, il a concédé énormément de fautes. Il y a des replacements à un moment donné. C'est pour ça qu'ils sont rapidement d'ailleurs. Bien sûr. Et je suis désolé, Selim Amala, ce n'est plus possible. Moi, je veux bien, c'est le garant de l'équilibre. Moi, je veux bien, tout le monde s'entend bien avec lui au vestiaire. Moi, je veux bien, tactiquement, il comprend parfaitement ce que lui demande Regragui. Voilà, moi, je veux bien que ce soit le copain de tout le monde, qu'il fasse le narrateur au loup-garou, qu'il fasse la banque au Monopoly, tout ce que vous voulez. Mais ce n'est plus possible. À un moment donné, il faut des garanties sportives. Ces garanties sportives, juste pour terminer là-dessus, Selim Amala ne les remplit pas. Et surtout, il y a des gens qui toquent à la concurrence. Peut-être qu'El Khanous, il n'a pas été à son avantage aujourd'hui, mais un Richardson, un Saibari, déjà, tu vois, ça c'est pas normal. Mais Abdel, tu parles de nouveauté. Nouveauté, mais c'était peut-être le moment, la deuxième journée, de les lancer. Parce que c'est pas normal. Saibari, il a fait la Coupe du Monde. C'est le point le plus important du côté de Regragui, c'est-à-dire qu'il a des convictions, et les convictions passent par le fait qu'il y a un groupe qui lui a donné quelque chose, à savoir une place en demi-finale de Coupe du Monde. Et il va avancer dans un premier temps avec son groupe. Maintenant, l'intelligence de Regragui... C'est ça que j'attends, exactement. C'est ce qu'on attend, c'est pas interdit de te tromper. À partir de quand il va déceler une limite? C'est ça. Pour répondre à la question initiale. À partir de quand il va déceler une limite à son plan A? Aujourd'hui, le plan A n'est pas de nature à changer. Parce que c'est pas interdit de te tromper. Mais moi, ce qui va m'intéresser beaucoup plus, c'est comment tu vas ajuster ton équipe. Et je le répète, mais Amir Richardson et Ismaël Saibari, sur les deux premiers matchs, ils auraient quand même mérité au moins une petite entrée, notamment Saibari. Et par rapport à ce qu'a produit Amala, et même Ounahi, je trouve en deuxième mi-temps, qui s'est un petit peu éteint. Mais encore une fois, voilà, c'est plus possible Amala aujourd'hui. On poursuit cette émission, les socios, on va parler du Congo un petit peu. C'est bon, on peut parler d'un double champion d'Afrique. On peut parler d'un double champion d'Afrique, contrairement à ton adversaire du soir, c'est ça? J'ai dit ça au hasard. C'est quand les deux cannes? J'ai dit ça au hasard, C'est quand les deux cannes du... Non, c'est la RDC ou c'était le Zaïre? Monsieur Samuel Vastin, ça fait longtemps que je vous connais, je suis habitué à vos méthodes assez bizarres, assez filous. Je me contenterai. Les yeux dans les yeux, Elton Mokolo. Moi, je suis d'accord avec Elton. Je ne suis pas de ceux qui dénigrent des trophées parce qu'ils datent. La République démocratique du Congo attaque ce match avec 2 étoiles. Moi, je demande juste, est-ce que ça s'appelait la RDC ou c'était encore le Zaïre? C'est ma seule question. Monsieur Sam Vastin, vous n'êtes pas mon professeur, je ne suis pas votre élève. Très bien, très bien. J'aime bien la référence en plus. Référence.
Débat présidentiel. Oui, j'ai dit référence des hautes sphères de la société. Bon, alors, parlons de l'élève, du coup. Un nul au courage, quand même, ce soir pour les RDC, parce que on disait côté Maroc, forcément, on critique la gestion du match côté Maroc, mais le scénario côté Congo-Elton pouvait aussi être problématique. Tu sors d'un premier match où... Voilà, c'était pas mauvais, mais le scénario t'a été contraire, tu t'es un peu mis dedans par tes erreurs. Là, tu prends un but d'entrée à la 2e minute. Il y avait tout pour que ça se casse finalement la figure. Et au final, le pénalty raté de Bakambu, et après un mi-temps. Enfin, voilà, vraiment tous les ingrédients étaient faits pour avoir un plat raté. Et au final, on s'est retrouvé avec quelque chose de très correct, de très consistant. Tu as plusieurs sentiments quand tu évoques un match de la République démocratique du Congo, mais il y a le mot frustration, parce que forcément, quand tu regardes les 2 buts encaissés, c'est 2 buts qui sont stupides. Il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire, le premier but, voilà, c'est le but gag de la compétition. Le deuxième but, je vous rappelle, il intervient après une coupure de 3 minutes. 3 minutes, ouais. De 3 minutes où le corner offensif n'est pas joué du côté du Maroc. Problème technique à la VAR, hein, c'est oui, pour ça. on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un peu plus de concentration. Plus de marquage. C'est le contraire qui arrive. Donc, mais le problème, c'est que tu arrives dans une compétition resserrée et que tu as peu de marge, parce qu'au final, les faits sont têtus. C'est 2 points sur 6. 2 points sur 6, pourquoi? Parce que à chaque fois, tu fais de la course en retard, précisément parce qu'il y a des scories avec un S qui font que tu fais la course derrière. Donc tu prends ce but stupide face à la Zambie, tu prends ce but stupide face au Maroc, tu as un penalty qui est raté par Bakambu, et malgré ça, et là pour le coup, c'est un point salutaire, notamment du côté de la République démocratique du Congo. Un Bakambu tremblant d'ailleurs. Hein, c'est vrai. Ça tourne un peu beaucoup sur les réseaux. C'est le point positif du côté de la République démocratique du Congo. L'état d'esprit et la performance globale est bonne. Parce que c'est une équipe qui, sur les 2 matchs, à un moment donné de la partie, a défini le rapport de force. Qui plus est face au Maroc, candidat déclaré à la victoire finale à la CAN. Donc c'est positif dans la manière où, en gros, il ne faudra pas, entre guillemets, d'accident de parcours face à la Tanzanie, parce que c'est aussi le meilleur moyen de te garder sous pression. Aujourd'hui, il va falloir gagner face à la Tanzanie pour valider ton billet pour les 8e de finale. Tu connais ta perspective, mais maintenant, ta prestation globale est source d'espoir. Et source d'espoir parce que même si, encore une fois, la ligne offensive est inégale sur les 2 matchs, c'est-à-dire qu'ils ne te donnent pas, notamment de manière, entre guillemets, de manière collective, c'est-à-dire qu'il y en aura toujours un qui va faire une bonne performance, mais il y en a un qui va avoir une chute de performance, et en général, c'est Bakambu. Et en deuxième période, ça, c'est un point positif, notamment par rapport à la première entrée. Et je pense que Sébastien Desabre, pour le coup, j'avais été sceptique, notamment sur sa micro-tactique, c'est-à-dire qu'il avait attendu tardivement les changements face à la Zambie. Là, 51e minute, il a rapidement tranché en sortant notamment... C'est comme Belmadière, là, t'es aussi face à la pression il a tranché le scénario du résultat. Bakambu, je pense que Bakambu, pour des raisons évidentes et pour des raisons émotionnelles, est sorti de son match. Et donc, par rapport à ça, il a impacté la rencontre. Et moi, pour le coup, je lui dis, ça c'est bien, il a impacté la rencontre parce que les faits sont têtus, encore une fois, je me répète souvent. Non, jamais. Meshak Elia, passeur décisif. Silas, buteur. 2 sorties de banc. Moi, j'attendais notamment une réponse du banc par sa capacité à impacter, parce que là, pour le coup, c'est une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Tu as des joueurs offensifs qui sont performants en sortie de banc. Et ça, je te dis ça pour avoir maté des matchs en stream, des streams pourris de la République démocratique du Congo. Tu ne pouvais pas compter sur ça. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle de nature on va donner les sites hein Non, c'est péché. De nature à des fois, il n'y a même pas des sites sur Facebook, ouais. C'est un mec qui filme. Non, mais moi, je parle pour le Gabon. Ça, c'est de nature à te rassurer ça. dans un premier temps face à la Tanzanie, parce qu'il faut énormément de respect pour la Tanzanie, quand bien même ils ont viré leur entraîneur. Et possiblement vers un 8e de finale, ou un 8e de finale, tu n'as pas une réflexion sur 90, mais sur 120 minutes, voir les tirs au but. Un entraîneur qui s'appelle Morocco en plus, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Du coup, ça fera un remake pour. Donc pour encore une fois, c'est le mot qui prédomine, c'est frustration. Oui, alors c'est intéressant d'avoir ce son de cloche, Abdel, parce que encore une fois, on aurait pu se dire à un moment donné que le Congo avait laissé passer sa chance dans ce match avec le pénalty raté de Bakambu, avec pas mal d'actions qui ont été mal gérées, avec un très très bon, on l'a pas dit tout à l'heure je crois, mais Aguerd qui veillait Aguerd, pour moi je l'ai dit tout. C'est l'homme du match. On en parle en off. On en parle en off, c'est possible. Mais comment on sait plus ce qu'on dit dans les émissions en off maintenant, on est perdu. Mais tout ça pour dire, Abdel, que oui, on a l'impression que cette équipe s'est réveillée de la part des Léopards, mais on ne sait pas si finalement c'est quand même
un mauvais ou un bon résultat de faire ce match nul? Bah, moi, je pense que c'est quand même un bon résultat. Et au-delà du résultat, moi, j'aimerais saluer le contenu de nos amis congolais. Du moins un bon résultat ou un résultat frustrant plutôt, parce que c'est vrai que le terme mauvais peut être. Oui, bah comment dire, il y a deux manières de voir la chose. Si tu vois la chose Comme de Elton. manière plus globale avant le match, par rapport à tout ce qui se disait, etc., c'est quand même un bon point de prix. Et sur le match, effectivement, tu as le droit, comme je le dis toujours, je le dis souvent, tu as le droit de faire évoluer ton objectif en cours. Et c'est vrai que là-dessus, moi, je rejoins totalement Elton. Mais moi, si je peux avoir un regard un petit peu extérieur et j'allais dire neutre, mais non. Mais si je peux avoir un regard extérieur à cette sélection, moi, j'entendais pas mal de critiques. Et c'est vrai qu'en ce moment, que ce soit de manière générale, le foot congolais, c'est une passe qui est quand même vraiment compliquée. Ouais. Voilà, je pense qu'Elton est mieux placé que moi pour le Ça dire. m'est arrivé d'en parler 2-3 fois. C'est vrai. Et voilà, après sur ce match, moi, sans vous mentir, en étant tout à fait honnête, Sam, je pensais que, après l'ouverture du score marocain, je pensais que le Maroc allait limite dérouler et je pensais que la RDC allait courber les chines. Ouais. Et ça a été tout l'inverse sur ce match. Il y a eu un vrai défi technique aussi qui a été proposé, un vrai défi mental, un défi sur le jeu de manière globale. Et le Congo a su appuyer là où ça fait mal. Et c'est vrai qu'effectivement, le raté de Bakambu, on aurait pu se dire c'est le tournant du match. Moi, à ce moment-là, je pensais quand même que le Congo allait continuer d'appuyer parce que le Congo avait montré qu'il pouvait largement rivaliser avec cette équipe, en tout cas sur ce match-là. Et puis voilà, tu sais comment ça se passe, le foot, c'est un moment ponctuel sur 90 minutes. Tu peux montrer que tu es au-dessus de l'adversaire, tu peux montrer que tu peux le regarder dans les yeux, c'est ce qu'a fait le Congo aujourd'hui. Et puis voilà, après, même si effectivement, sur les changements, j'étais un petit peu sceptique sur la sortie de Kakuta, et même à un moment, j'ai soufflé, je me suis dit, tant mieux, parce qu'il donnait beaucoup de fil à retordre à l'équipe marocaine, parce que voilà, sur sa qualité technique, grâce à sa vista, on sait que c'est un joueur qui est capable, sur un toucher de balle, de trouver sur orbite les attaquants congolais. Au final, les entrées ont payé, Silla, ça a apporté beaucoup de dynamisme devant. Donc voilà, franchement, point gagnant. Moi, je persiste quand même là-dessus, de ce point de vue-là. Point gagnant pour le Congo, notamment si on se dit que tu joues la Tanzanie sur le dernier match. Donc la qualification, elle est très, comment dire, elle est vraiment à la portée des Congolais pour le coup. Elton, tu veux rajouter une dernière chose sur cet effectif avec Sébastien de Sabre, ouais. Oui, de Sabre, j'ai un doute avec Stéphane. Mais Sébastien de Sabre. Ancien du Wydad, il me semble d'ailleurs. Exactement. Ancien de Ligue 2, notamment. De l'ASEC Mimosa aussi. Il avait quitté de l'an l'Espérance dernier. Tunis. Il a quand même une expérience assez conséquente sur le continent. Oui, plus une expérience de club, mais il a une expérience quand même de sélection aussi. Ouais, expérience de club, expérience de sélection, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec le Ouganda, il avait battu la République démocratique du Congo 2-0. Et donc c'est aussi ce qui a incité notamment la République démocratique du Congo à surveiller sa candidature. C'est vrai qu'il fait un petit peu Hervé Renard. Dimanche. Hervé Belette, là, alors. Non, mais c'est vrai que maintenant, encore une fois, moi je dis, c'est une phrase populaire en République démocratique du Congo, et pour le coup, je vais la ressortir de manière footballistique. L'ennemi du Congo, c'est le Congolais. C'est-à-dire qu'on a trop souvent... original. On a trop souvent reproché à la République démocratique du Congo d'avoir des performances irrégulières. Pour moi, le plus bel exemple, c'est ce qui s'était passé en phase éliminatoire, à savoir que pour la CAN, à savoir tu bats la Mauritanie sur le score de 3-1, et 3 jours plus tard, tu passes complètement à côté. Bon, sur le coup, tu as gagné le match sur tapis vert, parce qu'il y avait un joueur qui était pas qualifié du côté de la Mauritanie. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on attend de la continuité. Et là, c'est un bon début de réponse. Mais encore une fois, attention, parce qu'il y a un match qui n'est pas gagné face à la Tanzanie. Attention, c'est pas encore une fois pour dire oui, il faut arriver avec la peur, il faut vendre de la peur, mais c'est une réalité comptable. Tu as 2 points, il faut passer à 5. Il faut faire le job, bien sûr. Il faut faire le job, et il faut que les attaquants qui ont été plutôt, qui sont quand même pas en verve, bon, même si tu as Wissa et Silas qui ont marqué. Je pense qu'il va repartir sur le même 11. Ça va être la principale interrogation. Ou est-ce que les jokers vont devenir les c'est-à-dire les que titulaires. faudra voir si Bakambu aura dépassé notamment cet aspect émotionnel où il a été touché par un pénalty, parce que encore une fois, on a vu les images, il était pas en état de tirer le pénalty. Effectivement, mais il y avait la tremblote. Moi, pour le coup, je vais être très transparent, parce qu'à un moment donné, je pense qu'on se connaît un peu. Moi, évidemment, j'étais pas content sur le coup, mais après, c'est vrai que quand tu as la pression de 102 millions d'habitants, c'est pas évident. C'est dans la tête.
Ouais, c'est dans Comme c'est dans la toujours. tête. Comme toujours. Bon, très bien. On va pas traîner non plus sur ce débrief parce que vous avez encore plein de matchs qui arrivent, les socios de la CAN aujourd'hui. Notamment un petit match sympa à 21h, très important pour la qualification de l'un ou de l'autre, d'ailleurs, pour le coup. Entre l'Afrique du Sud et la Namibie. Ce serait presque une affiche de Coupe du Monde de rugby, ça, pour le coup. Bien sûr. Afrique du Sud, Namibie, on n'est pas loin de revenir en France quelques mois avant. Juste avant, on va terminer quand même cette émission avec l'instant au tableau by Winamax. Vous connaissez cette rubrique avec notre partenaire historique. Je vous rappelle bien sûr que jouer comporte des risques. Ça doit être un plaisir, un petit moment sympa entre amis, comme ça va être le cas dans quelques secondes. Ça ne doit surtout pas être une contrainte. Et si, pour le coup, vous avez n'importe quel problème lié au jeu en ligne, vous appelez le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. On va commencer avec toi, Elton ? Non, avec Abdel, parce que t'as déjà fait un pari ce matin sur l'Algérie, donc je te mets en deuxième. On va commencer avec toi. Ah oui, parce qu'Abdel, en plus, on part dans le... C'est le monde de Narnia, hein, Abdel, hein, je vous le dis. Comme souvent. Non, alors vas-y. Donc, alors, attention, je le dis parce que d'habitude on parie sur le prochain match de l'équipe. Là, pour le coup, on va parier sur les matchs de demain, sur la 3e journée, avec le groupe, notamment de la Côte d'Ivoire, qui est très indécis. Et Abdel a décidé de nous sortir le scénario le plus fou possible. Quoique, moi, sur ça, je suis un petit peu plus nuancé. Quand je dis fou, c'est que ce serait un tremblement de terre. Oui, bien sûr. Voilà. Mais sur la faisabilité, c'est là. Non, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, après, Winamax a l'air quand même assez d'accord avec moi. Voilà, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Le prono, donc victoire de la Guinée équatoriale. En terre ivoirienne, contre le pays la hôte. Côte d'Ivoire, voilà. Contre le pays hôte. Pourquoi? Déjà pour plusieurs choses. Parce que voilà. Qui pourrait être synonyme d'élimination de la Côte d'Ivoire. Pour bien quand même rappeler pour le contexte. bien situer la Côte d'Ivoire à 3 points, donc une défaite pourrait signifier élimination. Déjà par rapport à la Côte d'Ivoire, cette équipe, je ne la trouve pas sereine du tout. Son coach, je ne le trouve pas serein du tout, et je trouve qu'il fait sous-performer cette équipe parce qu'il y a quand même de la qualité. Et match décisif devant ton public. Comment est-ce que tu vas gérer la pression? Moi, je pense que je sens arriver le scénario catastrophe, un petit peu dans une moindre mesure comme l'Égypte qui se fait éliminer face à l'Afrique du Sud. C'était en 8e, c'était pas en poule, mais voilà, je sens quand même la catastrophe arriver. Puis en face, on a une équipe qui est vraiment sympathique, et je trouve qu'il y a vraiment des joueurs iconiques de cette Coupe d'Afrique, parce que tu sais comment ça se passe, hein, la Coupe d'Afrique. Il y a toujours un joueur qui débarque un peu de l'inconnu et qui est vraiment le symbole de la Coupe d'Afrique. En l'occurrence, là, je pense à notre ami Evan Edou, ou Iban Edou, je ne sais pas comment on doit prononcer, qui, Elton, peut-être tu dois bien connaître, qui est en 2e ou 3e division espagnole, qui avait déjà... J'ai pas eu l'occasion de lui parler. Non, mais tu dois avoir suivi peut-être de loin, je ne sais pas. Mais voilà, je pense qu'il a plus suivi à la CAN qu'en Espagne, à mon avis. Mais comme voilà, bref. Voilà, c'est un joueur qui avait déjà été plein de surprises et qui avait fait faire des cauchemars aux supporters algériens lors de la dernière CAN. Sur le premier match, il marque contre le Nigeria. Il est vraiment très intéressant. Puis globalement, c'est une équipe qui travaille bien depuis quelques années. C'est une équipe agréable à voir, je trouve. Voilà, pour un pays comme la Guinée équatoriale. Et puis surtout, dernier point sur lequel il faut revenir, c'est sur la cote. Je trouve que une victoire de la Guinée équatoriale contre la Côte d'Ivoire, je trouve que c'est pas déconnant parce qu'ils ont les moyens de le faire. Et pour une victoire de cette équipe-là, je trouve que la cote est assez folle quand même. Et voilà, le rapport 12,50. Enfin, l'écart pour moi qui est entre la cote et la possible victoire de la Guinée équatoriale n'est pas justifié, donc je trouve que c'est une très belle cote quand même. Si ça rentre, Abdel sera bien sûr leader du classement au tableau. Exactement. Ce sera un sacré bon. Elton, on termine avec toi. Moi, je suis parti sur une cote beaucoup plus simple, une cote avec match nul Mozambique-Ghana. Donc dans le groupe B. C'est toujours cohérent par rapport à ce que je pensais sur le Ghana. Je pense que le Ghana ne sortira pas de cette poule et que le Ghana n'en comme en 2021. Exactement. Ouais, 2022 plutôt, ouais. Et que le Ghana et que le Ghana ne va pas enregistrer de victoire parce que quand même t'as un coup douce qui est quand même revenu à un très bon niveau parce qu'il était absent sur le premier match. Je pense que c'est typiquement le match piège face au Mozambique qui, s'ils ont pris une valise contre le Cap-Vert, c'est davantage le premier match qui m'a intéressé contre l'Égypte sur cette capacité à poser des problèmes, et je me dis contre un adversaire comme le Ghana, la cote est quand même très intéressante. Donc 3,50. 3,50, effectivement, la cote elle est plutôt intéressante. Mozambique-Ghana, donc ce sera le groupe B, ce sera demain également, avec beaucoup d'enjeux là aussi dans ce groupe, parce que comme l'a dit Elton, sans victoire, le Ghana pourrait
devrait même passer à la trappe une fois de plus pour la deuxième année consécutive. Faudrait voir d'ailleurs, ce serait intéressant de voir le nombre d'équipes qui ont participé au barrage ou au mondial et qui se sont flinguées sur la canne derrière. On est sur un beau pourcentage à mon avis. On va s'arrêter là, les socios, pour cette soirée. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et de likes pour tous ceux qui nous ont regardés pour ce débrief du Maroc. Restez bien, abonnez-vous à la chaîne parce qu'il va rester connecté, c'était le mot que je cherchais, parce qu'il y a pas mal de contenu qui arrive. Demain, on parlera du Sénégal, notamment sur la chaîne du Club des 5. Ah oui, parce que je reçois beaucoup de commentaires. Pourquoi vous parlez pas de telle équipe, etc. Ouais. Bah parce qu'on attend Chaque chose en son temps. On attend qu'il se passe des choses. C'est pas de notre faute. Il y a que l'Algérie qui a décidé d'enflammer sa canne. Exactement. Et le Cameroun dont on a parlé aussi. Donc voilà. Le Cameroun qu'on va bientôt évoquer. Qu'on a déjà évoqué dans le Club des socios, c'est qu'on risque d'évoquer un peu plus en profondeur dans les prochains jours, malheureusement. Mais voilà. En tout cas, abonnez-vous. Il y a pas. J'ai vu que les TA faisaient pas mal de vues. Ouais. Non mais on se fait un brainstorming là, Odell. C'est quoi? C'est dimanche. On se fait un petit. On va appeler Romain et Walid là. Non, allons-y, rendons l'antenne, c'est déjà bien. On est un peu en retard en plus. Donc merci à vous d'avoir suivi. N'hésitez pas, donc je vous disais, à mettre des pouces bleus, à commenter, à donner votre avis et à réagir au débat, que vous soyez congolais ou marocain. Merci Elton, merci Abdel d'avoir été avec moi cet après-midi. Merci à Fares Hachem, à Maury Cotin qui ont préparé cette émission. On vous retrouve donc très vite sur la chaîne du Club des 5. Restez branchés et on se dit à très vite. Ciao. Salut tout le monde.